Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui dans Personnalité, nous recevons pour vous Madame Élise Bourbeau. Elle est enseignante des mathématiques au secondaire depuis 2005 à Montréal. Elle milite au niveau syndical et enseignant depuis 2011. Elle milite aussi pour le droit des personnes LGBTQ, les milieux scolaires, autant pour les profs que pour les élèves de sa communauté. Pour vous dans Personnalité avec Rosaline Dalla. Bonjour Madame Bourbeau, bienvenue dans notre émission Personnalité. Bonjour, merci de me recevoir. Ça nous fait vraiment plaisir. Alors, vous enseignez les maths. Ça fait 15 ans que vous êtes enseignant de mathématiques ici à Montréal, au Québec. Parlez-nous un tout petit peu de vous en tant qu'enseignante. Donc, moi, j'ai grandi en région, puis c'était clair que moi, je voulais enseigner à Montréal dans la vie. C'était ça mon projet. Fait que dès que j'ai fini mon bac, j'ai déménagé ici à Montréal et puis j'ai fait à peu près toutes les écoles possibles en ville. Et puis, pour moi, enseigner les maths, c'est enseigner des habiletés intellectuelles aux élèves. C'est leur enseigner à penser rationnellement, à respirer, à contrôler leur anxiété puis à trouver des solutions à leurs problèmes. Donc, c'est vraiment ça que j'aime dans mon travail. Alors, quand vous dites que vous êtes enseignante de maths au secondaire, est-ce que vous enseignez à tous les niveaux ou bien vous avez des niveaux en particulier? Moi, j'enseigne en secondaire 2. Donc, ça fait déjà plusieurs années. Puis, c'est l'année où on commence l'algèbre. Donc, c'est la meilleure année. Alors, transmettre les connaissances secondaire 2. Qu'est-ce que les élèves vous disent quand ils vous rencontrent pour la première fois, une enseignante mathématique? Euh, je pense que les élèves, euh, les mathématiques, la plupart, ils ont une relation assez ambivalente avec les mathématiques parce que c'est une matière souvent qui les sort beaucoup de leur zone de confort. Donc, mon approche, c'est vraiment de rendre ma classe dynamique, de les faire rire et puis de dédramatiser les mathématiques. Donc, je pense que les élèves aiment beaucoup ça, le fait que j'intègre aussi beaucoup de notions de gestion du stress face aux mathématiques, puis d'essayer de se parler intérieurement. Euh, je pense que les élèves qui viennent dans ma classe découvrent une autre façon de voir les mathématiques, puis je sais qu'ils apprécient beaucoup, plutôt que ce soit juste une tonne de fractions qui leur soit lancée comme ça. J'essaie d'approcher ça différemment. Wow. Alors moi, je pense que j'aurais le goût d'apprendre avec vous parce qu'on sait que généralement, quand on arrive en secondaire 2, les maths, on s'inquiète encore plus. Parce que la première année, je pense qu'on fait la révision. Je sais qu'on a fait en sixième année, puis en deuxième année, on est un peu insécure. Mais je pense que l'approche que vous avez, je pense que ça rassure un peu plus les élèves, pardon. Euh, 15 ans après, est-ce qu'on peut dire que les maths évoluent? Les maths sont les mêmes, la clientèle change. Je pense, puis aussi, tous les aspects technologiques qui viennent appuyer notre travail changent aussi. Donc, c'est sûr que quand j'ai commencé, hein, c'était encore la crêpe et le tableau. Puis, c'était ça, c'est ça qu'on faisait à l'université. On apprenait à faire de la crêpe et du tableau. Puis maintenant, ben, on a des logiciels, on a des applications sur cellulaire qui peuvent nous aider à illustrer des calculs, à faire des quiz. On a des robots maintenant qu'on peut programmer en classe, puis on peut voir des trucs mathématiques à travers la programmation. Donc, les maths, ça reste les mêmes, mais les façons d'enseigner évoluent pas mal. Ben, mais justement, c'est à ça que je pensais quand je parle que les maths évoluent. Mais, tu sais, dans l'ancien temps, je sais pas, c'était beaucoup plus la manipulation. Tu sais, les enfants allaient directement euh, à manipuler hein, les objets. Puis là, c'est beaucoup plus technologique. Puis, est-ce que c'est des défis qui se rajoutent? Comme la vieille école et la nouvelle école, est-ce qu'on s'adapte facilement pour switcher ou changer cette façon d'enseigner? Bien, pour ce qui est de la manipulation, on s'entend que plus on avance au secondaire, plus on va vers l'abstraction. Donc, plus on amène les élèves à plus penser dans leur tête plutôt que manipuler. Donc, c'est toujours, c'est là quel est le point d'achat pour bien des élèves, là, d'entrevoir ça dans leur tête, les maths. Mais non, je dirais que tous les outils, toutes les choses, ça vient vraiment rendre... Parce qu'on s'entend que les jeunes d'aujourd'hui, l'attention est peut-être pas la même qu'il y avait avant.
Ils sont tellement habitués d'avoir une machine dans les mains. Donc, il ne faut pas se battre contre ça. C'est sûr qu'on s'entend qu'il faut mettre des limites sur la technologie, mais on ne peut pas se battre contre la technologie. Il faut l'intégrer parce que sinon, ils n'embarquent pas avec nous. Mhm. Wow, alors là, c'est très bien dit, intégrer les outils qu'on a et puis surtout, quand vous parlez aussi de la calculatrice au secondaire 2, les élèves ont droit à ça aussi, je pense. Absolument, absolument. De toute façon, maintenant, ils ont une calculatrice sur leur téléphone, ils ont une calculatrice partout. Donc, maintenant, l'emphase est plus sur presque la lecture, en fait, hein. Parce que maintenant, l'emphase, c'est de leur apprendre ce qu'une calculatrice ne peut pas faire. Une calculatrice ne peut pas lire le problème à ta place. La calculatrice ne peut pas planifier une démarche à ta place. La calculatrice, ça ne peut pas te motiver si tu te décourages. C'est toi qu'il faut qu'il aille trouver cette énergie-là. Donc, moi, j'aime ça pouvoir mettre l'emphase là-dessus plutôt que juste leur apprendre à faire des calculs sur une feuille de papier. Non, moi, ça me motive. Et puis là, je vous écoute et puis je vois que c'est important de communiquer avec ces élèves-là, ces secondaires 2. Est-ce qu'il y a aussi ceux qui sont très réticents, qui ne veulent pas se dissocier de ces outils-là? Euh, des élèves réticents, on en a toujours, hein. Peu importe le prof, peu importe la méthode qu'il va choisir, il y en a toujours des élèves qui embarquent avec nous. Il y a des élèves qui n'embarquent pas avec nous, hein. Il y a des élèves qui embarquent plus avec un prof qui fait de la craie et du tableau. Donc, le but, c'est quand on voit qu'un élève n'embarque pas, bien là, il faut aller le voir. Il faut discuter avec l'élève, voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis notre objectif, c'est tout le temps d'aller chercher une petite chose, là, un petit succès chez l'élève, une petite réussite, puis essayer de vraiment mettre l'emphase là-dessus pour remotiver. Alors, Madame Élise, on va revenir juste après la pause. À notre cher public, on se voit juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Madame Bourbeau, enseignante de mathématiques au secondaire. Madame Bourbeau, là, on parlait des mathématiques, on parlait un tout petit peu de l'évolution à la technologie. Est-ce que, si un élève vous dit, Madame Bourbeau, les maths, c'est vraiment pas fait pour moi. Quelle est cette motivation-là que vous allez chercher pour apporter à un élève qui vous dit ça? Ben, je leur dis souvent, il y a beaucoup de mes élèves qui, dans leur vie de tous les jours, en tant qu'adultes, ne vont pas en faire tant que ça des maths. Donc, je leur dis, regarde, c'est très possible que les maths, dans ta vie, tu ne l'utilises pas beaucoup, mais les habiletés que tu vas développer dans mon cours, ça, tu vas t'en servir. Donc, apprends à te surpasser. Apprends à mettre le meilleur de toi-même, même dans ce qui t'intéresse moins. Et puis, c'est sûr que je m'arrange pour avoir une atmosphère qui est toujours agréable et dynamique dans ma classe. À défaut d'aimer les maths, j'espère toujours qu'il va apprécier être dans ma classe, qu'il va se sentir bien, puis qu'il va apprendre à donner son meilleur. Les démarches que vous apprenez au secondaire, est-ce que c'est pareil que ce qu'ils apprennent au primaire? En mathématiques, l'objectif des mathématiques au secondaire, c'est d'aller tranquillement vers l'abstraction. Donc, au primaire, ils vont beaucoup manipuler d'objets, ils vont beaucoup être dans le concret. On les amène tranquillement vers l'abstraction, l'algèbre, être capable de visualiser. Visualiser quelque chose dans sa tête, c'est pas donné à tout le monde. Puis ça, on le réalise vite, hein. Quand on arrive dans le métier de professeur de maths au début, on ne comprend pas comment ça se fait que les élèves ne comprennent pas. C'est facile. Puis tranquillement, on acquiert du galon, puis on réalise que c'est pas évident pour tout le monde de travailler avec des objets mentaux, parce que c'est vraiment ça, c'est des créations mentales, des mathématiques. Donc, faut aider l'élève. Oui, il faut avoir le support visuel, le support tactile, puis on les amène tranquillement à développer après ça le modèle mathématique, puis à les amener à raisonner.
C'est très bien expliqué parce que je sais au primaire, c'est beaucoup la manipulation. Et puis là, quand vous dites abstrait, les maths abstrait, je pense à une banane pour une banane, puis là, on va vraiment travailler beaucoup plus dans le mental. Aujourd'hui, est-ce qu'on va dire que les profs de mathématiques, je vous entends parler, puis je sais que vous êtes un peu là-dedans, vous motivez vraiment vos élèves. Est-ce qu'il arrive parfois, vous vous dites, ben, c'est vrai que les maths, c'est vraiment pas fait pour toi, puis trouver d'autres solutions pour aider ces élèves-là? Euh, ben, éventuellement, ce qui est bien dans notre programme, c'est qu'éventuellement, il y a 2 branches de mathématiques qui sont offertes aux élèves à partir de secondaire 4. Là. Il y a les maths CST régulières, les maths SN. Donc, c'est sûr que souvent, hein, il y a des parents qui mettent de la pression pour leur enfant qui prennent les mathématiques fortes parce que ça ouvre des portes au cégep, ci ou ça. Puis ça m'est arrivé à quelques reprises de devoir parler à l'élève, puis même des fois d'en discuter avec les parents, de dire votre enfant, il n'a pas besoin des mathématiques fortes, il peut avoir un très bon parcours scolaire. Ça ne sert à rien de le faire souffrir avec des mathématiques s'il n'est pas dedans. Donc, c'est à ce niveau-là, d'un fois, que j'ai dit à des élèves, ben, regardez, c'est très correct de prendre les mathématiques CST, puis ça ouvre plein de portes aussi. Mhm. Alors, cette année 2020-2021, on sait qu'on est en plein COVID. Il y a des élèves qui choisissent de programme. Hein, puis on sait qu'avec ce qui se passe, des bulles dans les classes. Est-ce qu'il y a ces élèves-là que vous voyez, vous dites, ben, t'es pas dans ce programme-là, mais essaye quand même de suivre? Parce que j'ai l'impression que tous ceux qui avaient des programmes enrichis, ils se retrouvent encore dans la même classe que ceux qui n'ont pas de programme enrichi. Comment ça se passe cette année avec l'intégration, les bulles dans les classes? Il y a beaucoup d'ajustements à faire. Hein. Nous, on était censé commencer avec 3 journées pédagogiques, puis pouf, les élèves étaient censés arriver massivement, tout le monde en même temps, la même journée. Puis on a vite réalisé que les défis d'organisation étaient trop grands, donc on a reporté la rentrée quand même de 2 jours pour nous donner plus de temps. Puis je vous dirais qu'encore aujourd'hui, on est encore de réorganiser, puis entre autres les mathématiques, hein, avec tous les parcours particuliers. Euh, pas au deuxième cycle, ça fait en sorte qu'il y a des élèves qui vont devoir suivre certains cours à distance. Donc, pas en présence de leur professeur, mais sur un ordinateur à suivre des capsules. On n'a pas le choix. Donc, c'est une toute nouvelle réalité qui demande beaucoup d'adaptation aux profs. Puis ça, ben, je pense que ça va être important de le reconnaître, là, que les profs, cette année, on va s'adapter beaucoup. Puis ça va être important que ce travail-là soit reconnu, puis qu'on ait les ressources là, pour le faire et le temps, parce que c'est très exigeant. Ben, là, je vous entends parler, vous parlez des ressources, vous parlez d'adaptation, puis vous parlez aussi des soutiens. Est-ce que ces conditions-là sont réunies pour que l'année scolaire 2020-2021 soit une bonne année scolaire? On part avec des élèves, certains qui déjà avaient des retards avant même la pandémie, et puis qui là, ils ont passé plusieurs mois sans s'asseoir sur un banc d'école. Puis je dirais que là, les informations viennent au compte-gouttes. On ne sait pas quelles ressources supplémentaires, quel budget on va avoir de plus cette année. On commence à voir, par exemple, en maths, on a su aujourd'hui qu'il allait embaucher un prof de maths de plus, probablement pour venir donner du soutien. Mais on n'a pas toute l'information. Puis en tant que prof, ça donne beaucoup de stress parce qu'on sait qu'en ce moment, c'est le moment le plus critique de l'année. C'est dès maintenant qu'il faut tout de suite prendre en charge les élèves en difficulté, qu'il faut les attraper. Puis on ne peut pas attendre au mois de décembre là, pour avoir les ressources nécessaires ou pour même apprendre qu'on ne les aura pas, ces ressources-là. Donc, il y a un gros doute présentement là, dans nos têtes en lien avec ça. Alors là, on va parler des défis. Est-ce que vous vous sentez en face d'un mur où vous vous dites, ben, cette année, on a eu des défis l'année passée, puis cette année, on doit beaucoup s'adapter. Quels sont les défis que vous, vous communiquez avec vos collègues, là? Quels sont les défis que vous dites aujourd'hui, on va sûrement être pris là-dedans? Le temps, le temps. Déjà qu'on n'en avait pas avant, avec toutes les mesures, avec le fait que maintenant on doit se promener entre les classes, entre chaque cours, avec le fait qu'il faut tout nettoyer, qu'il faut refaire nos routines de classe, qu'il faut réviser la matière qui a été manquée l'année passée. Il y a des locaux d'informatique qui ne sont pas ouverts encore. On ne sait pas ce qui arrive avec nos récupérations. Donc, c'est sûr que présentement, ce qu'on a peur, c'est de manquer de temps pour faire notre travail, puis on craint beaucoup l'épuisement. Moi, je suis déléguée dans mon école, déléguée syndicat. Donc, on est délégué, on n'est pas juste là pour
faire respecter la convention collective, mais on est aussi là pour écouter nos collègues. Puis ce que j'entends, c'est des collègues qui ont vraiment peur d'être épuisés d'ici la fin de la première étape, parce que tout va trop vite, puis on manque de temps pour s'ajuster. Alors, Madame Bourbeau, on va revenir juste après la pause pour parler justement de ces défis-là avec les profs qui vont certainement manquer de temps et on a peur que ça arrive à débouler à autre chose. À notre cher public, on se voit juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Madame Bourbeau. Madame Bourbeau, dans votre biographie, on voit que vous êtes une bonne et vraie militante. Donc, vous militez pour le droit des personnes LGBTQ dans les milieux scolaires, autant pour les profs, pour les élèves de la communauté. Parlez-nous un tout petit peu de ce programme-là. Qu'est-ce que vous faites exactement? Donc, en fait, moi, en fait, ça a commencé au début de ma carrière quand j'avais 24 ans. C'est à l'âge où j'ai fait mon coming out. Donc, c'est l'âge où, parce que donc, je suis une femme transgenre. Et puis, à l'époque, il y avait très peu de personnes trans dans le milieu scolaire. Et donc, je me suis dit, oh mon Dieu, si j'avais eu des adultes ou des personnes ou des informations sur les réalités trans quand j'étais au secondaire, ça m'aurait sauvé beaucoup de temps, puis ça m'aurait tellement aidé. Fait à ce moment-là, je me suis mis à m'impliquer dans un organisme jeunesse qui s'appelait Alter Héros. Puis j'ai aussi commencé à m'impliquer au niveau du milieu scolaire, à faire des conférences, à faire des formations, à réclamer des mesures concrètes, autant pour les profs que pour les élèves, pas juste les personnes trans, mais de la communauté LGBT au complet. Parce qu'on sait que plus un élève va pouvoir s'affirmer jeune, mieux ça va être pour lui. De faire le coming out, c'est une libération, puis de ne pas le faire, ça peut être un poids qui nuit aux résultats scolaires, qui nuit au rendement d'un élève. Puis il y a aussi toute la question de l'homophobie, la transphobie qui peut rapidement dégénérer auprès d'un élève qui en subit. Donc pour moi, c'est important de créer des outils, des mesures pour amener les profs, les élèves à créer des écoles ouvertes à la diversité. Alors, quand vous parlez de la diversité, comment est-ce que vous êtes accueillis là-dedans? Moi, dans mon école, je peux vous le dire, en dehors d'être prof de maths, je m'occupe aussi d'un comité avec des élèves, qui est un comité, disons, de lutte à l'homophobie et la transphobie. Et donc, puis bon, je peux dire, moi, à mes élèves, j'en parle librement à mes élèves que je suis mariée avec une femme. Puis, ça n'a jamais été un problème pour eux. C'est toujours bien accueilli, mais à chaque fois, j'ai toujours plein de questions. Et puis, c'est avec plaisir que je réponds à leurs questions, puis j'essaie de démystifier, puis de les prendre là où ils sont dans leurs croyances, leurs valeurs personnelles, puis juste leur faire voir qu'il y a différentes façons de vivre. Et donc, avec mon comité, c'est ça qu'on fait. On essaie de faire des activités, des formations dans l'école où on va juste expliquer aux jeunes, puis expliquer aux profs aussi, c'est quoi la diversité, c'est quoi les différentes façons de vivre son orientation sexuelle, son identité. Puis tout ça, c'est très positif. Ça a un très bel accueil dans l'école. Mais là, quand vous parlez avec les élèves, certainement qui rapportent à la maison, et puis est-ce qu'il y a certainement des parents qui vont se plaindre ou vous n'avez jamais entendu des parents en parler après? Jamais. Jamais. Au contraire, même, ça a été positif parce que c'est sûr que quand on parle de ça en classe, il y a des élèves qui viennent nous voir et disent, moi, je vis ça aussi. Puis ils se confient à nous. C'est même arrivé des fois des parents se confient à moi qui disent, ah, ma fille vit ça, je veux l'accompagner là-dedans, j'ai entendu dire que vous en parliez dans votre classe. Donc, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup plus de positifs puis aucun négatif parce que, puis je dois vous le dire, là, le milieu scolaire soutient quand même bien. On se sent soutenu autant syndicalement que par l'employeur, là, en tant que membre du personnel LGBT, on est soutenu, puis on sait que si des parents appellent fâchés, on va être défendu, ça c'est certain. Peut-être parce que vous avez des parents qui sont ouverts d'esprit. Est-ce que ça vous a surpris de voir que, regardez là, comment est-ce que vous êtes positif face à ça? Vous ne vous attendez certainement pas à avoir des réactions positives?
Ben, écoutez, quand j'ai commencé ma carrière, hein, pendant peut-être les 7-8 premières années de ma carrière, j'en parlais pas, là, j'avais peur que ça se sache. Puis tout d'un coup, je me suis échappée, j'ai parlé de ma blonde. Puis c'est un peu un accident. Et puis là, j'ai fait, oh non. Mais finalement, mes élèves, ils ont fait comme, OK. Puis c'est là que j'ai réalisé que c'est plus moi qui avais une peur ou une crainte que mes élèves qui ont très bien, puis même ils étaient très curieux, ils voulaient en savoir plus. Ils faisaient, ah, c'est mignon votre histoire, madame. Donc, je pense qu'il y a aussi une barrière psychologique à traverser chez les profs. On sait qu'il y a juste 20 des profs de la communauté LGBT qui sont out auprès de leurs élèves. Ça, c'est important qu'il y en ait plus, parce que plus qu'on va avoir de profs out, plus qu'on va avoir de jeunes qui vont pouvoir avoir des modèles positifs pour eux. Ouais, c'est ça, c'est vrai, parce que généralement, ça part de là et votre crainte ou votre peur qui vous empêchait justement d'en parler. Puis là, c'est sorti, comme vous le dites tantôt. Et une fois que vous installez cette confiance auprès des élèves et que les parents viennent vous voir, quelles sont les étapes que vous procédez après, après avoir parlé avec vos élèves, après avoir parlé avec les parents? Euh, honnêtement, je pense que l'approche, quand on parle de diversité dans les classes, c'est pas d'essayer de convaincre personne, hein. Je sais pertinemment qu'il y a des élèves qui sont au niveau 0, puis il y en a des élèves qui sont au niveau 10, puis qui connaissent le sens de chaque lettre dans l'acronyme. Puis le but, c'est toujours de dire, autant pour les personnes LGBT que n'importe quelle forme de diversité, on n'est pas là pour être tous et toutes d'accord, mais on est là pour apprendre à vivre ensemble et à travailler ensemble. Donc, peut-être, puis c'est la même chose, je dirais aux parents, peut-être qu'il y a certaines choses que je fais ou que je pense que je ne suis pas d'accord, puis c'est peut-être réciproque, mais on est dans une école, on est dans un modèle de la société, on est dans un modèle où toutes les lois du Québec et toute la Charte des droits s'appliquent. Et c'est juste de dire, au-delà de ce qu'on pense d'un de l'autre, on peut-tu travailler ensemble dans le respect? Puis si on arrive à ça, je pense qu'on a fait l'essentiel. Wow, un très beau message et c'est ça le mot que j'attendais dans le respect. Madame Élise Bourbeau, c'est tout le temps qu'on a vu aujourd'hui. On vous dit merci pour votre temps. On va vous laisser aller avec le mot de la fin. Ben, le mot de la fin, je dirais l'école publique. Moi, je dirais à tout le monde, l'école publique, c'est la plus belle chose qu'on a au Québec. C'est l'endroit où, comme je le disais, tout le monde apprend à travailler dans le respect ensemble, dans la diversité, peu importe son origine, son niveau de revenu, peu importe son origine, peu importe sa religion. Je pense que c'est une richesse qu'on a, puis moi, personnellement, je vais toujours me battre pour l'école publique, pour la valorisation de l'école publique. Parfait. Alors, on est de cœur avec vous. On espère vous rencontrer très bientôt. À notre cher public, on se dit à la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité. Au revoir.